Donc, je suis Michel Salem-Sermanet, je suis un des cofondateurs d'Alumni for the Planet, j'en suis actuellement le président. Je vais vous dire quelques mots d'accueil et ensuite passer la parole aux trois associations co-organisatrices, parce que nous co-organisons ce webinaire avec les associations d'alumni de Sciences Po, de l'INET et de l'ENTPE. Donc, l'objectif d'Alumni for the Planet, hein, qui est une association d'intérêt général, soutenu par le ministère de la Transition écologique, le ministère de l'Enseignement supérieur et l'ADEME. Son but, c'est d'accompagner les nombreux collaborateurs en entreprise. Alors, quand on dit entreprise, ça peut être une entreprise privée, mais aussi une organisation publique. Et ce soir, il s'agira d'une organisation publique, puisqu'on parlera de s'engager au sein de sa collectivité. Voilà, donc le but, c'est d'accompagner les nombreux collaborateurs en entreprise ou organisations publiques qui sont, pour certains depuis longtemps, sensibilisés aux enjeux du climat, de l'environnement, de la transition écologique en général, mais qui ne savent pas comment agir dans leur sphère professionnelle, qui pensent parfois qu'ils ne peuvent pas agir, qu'ils n'en ont pas la légitimité. Et en fait, on se rend compte, après 5 ans, après avoir côtoyé de nombreuses personnes qui agissent au sein de leur entreprise, organisation, en fait, que tout le monde peut agir, quel que soit son niveau de responsabilité. Et c'est vraiment à cela que nous, voilà, que c'est cela que nous faisons vraiment au sein de la Nuit for the Planet. Et c'est l'objectif de ce webinaire, c'est de vous montrer sur la base d'un exemple, parce qu'il n'y a rien de plus parlant qu'un exemple concret. Donc avec Xavier Morin, qui est le DGS de la communauté d'agglomération de Cherbourg, hein, que je remercie beaucoup. Xavier Morin Et la va ville. de la ville, pardon, donc de la collectivité de Bientôt la Cherbourg. communauté d'agglo. Voilà. Donc, il nous racontera plus en détail comment se vit de l'intérieur, voilà, sa fonction. Et donc, nous verrons sur cet exemple hein, comment Xavier Morin s'est engagé et a vraiment commencé à avoir un impact important hein, au sein de sa collectivité. Nous aurons également l'intervention juste avant de Sébastien Maire, que je remercie également très chaleureusement. Sébastien Maire a un parcours à la fois en collectivité et depuis quelques années, c'est le délégué général de l'association France Ville et Territoires Durables. Donc, il connaît très très bien le monde des collectivités et il nous dira en quoi les collectivités ont un rôle fondamental à jouer pour accélérer la transition écologique de notre pays et en quoi les collaborateurs en collectivité ont également un rôle à jouer. Donc, encore une fois, le message que je veux vous passer ce soir, c'est que l'objectif de ce webinaire n'est pas de vous apporter des connaissances, n'est pas de vous former ou de vous informer, mais de vous montrer par l'exemple comment vous pouvez tous, quel que soit votre niveau de responsabilité, quelle que soit l'organisation dans laquelle vous travaillez, vous pouvez tous un jour décider de vous engager et vraiment de contribuer à transformer de l'intérieur votre organisation. C'est indispensable parce que les entreprises et les organisations publiques ont besoin de pivoter de manière très significative, on y reviendra tout à l'heure, et elles ont besoin de l'implication, de la créativité, de l'ensemble des collaborateurs, et on le constate, de plus en plus de collaborateurs veulent s'engager, mais ne savent pas comment faire. C'est à cette question que répond ce webinaire, et nous en faisons très régulièrement au sein d'Alumni pour the Planet. Voilà pour le mot d'accueil. Merci encore aux participants. Je laisse la parole pour un mot d'accueil rapide d'abord à Anne-Béatrice Schlumberger, donc de l'association Sciences Po Alumni. Merci Anne-Béatrice. Merci beaucoup, Michel. Oui, donc moi, Anne-Béatrice Schomberger, je suis la présidente du groupe Environnement et Développement Durable des alumni de Sciences Po et par ailleurs membre tout récent d'un collectif qu'on a constitué avec les associations d'alumni d'une douzaine d'écoles qui s'appelle Alumni Act, dont on a fait le lancement la semaine dernière et qui a pour objectif, à travers un certain nombre d'actions variées, de contribuer à l'accélération de la transition. Voilà. Merci beaucoup Anne-Béatrice. Donc je laisse aussi Béatrice Faou dire un petit mot d'accueil hein, au nom de l'association des anciens de l'ENTPE.
tous, je suis Béatrice Faou, donc directrice de l'association AITPE, donc à la fois des alumni de l'ENTPE et des ingénieurs des TPE, du corps des TPE du ministère. Il nous a semblé intéressant avec le responsable de notre club transition de participer à ce webinaire, donc Alexandre Chevalier qui est présent dans la salle. De participer à ce webinaire par rapport à tous les enjeux que nos alumni et nos membres peuvent avoir sur le sujet de la transition et sur les difficultés qu'on peut effectivement aussi avoir à mettre en œuvre des actions réelles. Nous remercions également Bruno Communier, président de l'ADT-UNET. Oui, bonjour, Thierry Darigrand. Alors, en attendant que Bruno Paulmier, notre présidence, arrive à se connecter, donc je suis également représentant de l'ADT-UNET ce soir, donc je n'avais pas prévu d'introduire, mais voilà, simplement rappeler que donc la DTI-Net s'associe bien volontiers à toutes les initiatives vertueuses en la matière et c'est pas une première puisque je crois qu'en mars l'an dernier déjà il y avait eu un coup d'envoi entre associations d'alumni sur un autre sujet mais très voisin, voilà la DTI-Net qui s'implique beaucoup dans les questions à la fois de management public et également de transition écologique puisque l'association a un peu porté avec l'INET sur les fonds baptismaux, le cycle supérieur de transition qui s'adresse donc aux cadres dirigeants des collectivités locales. Voilà, donc on se réjouit de ce partenariat durable. Merci beaucoup. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Sébastien Maire, qui va en quelque sorte planter le décor et qui va vous expliquer en tant que ancien collaborateur en collectivité, mais délégué général de France Ville et Territoires Durables, en quoi les collectivités ont un rôle fondamental à jouer dans la transition énergétique de notre pays et écologique plus généralement, et en quoi les collaborateurs en collectivité ont un rôle. Et on commence tout de suite par une petite présentation rapide, quelques minutes, de France Ville et Territoires Durables. C'est un organisme qui vaut la peine d'être connu. Merci beaucoup Michel et bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup de l'invitation. Donc en deux mots, et puis je vais tout de suite arrêter les slides après parce qu'on est vraiment plutôt dans l'idée d'une discussion et d'un échange. Mais pour vous dire d'où je parle, France Ville et Territoires Durables, une association d'intérêt général, 100% non-profit, qui n'a rien à vendre, mais qui réunit 4 collèges de parties prenantes professionnelles uniquement, dont l'État. Je ne vais pas vous détailler les logos, vous les connaissez, mais par exemple, la DG de l'ANRU est notre trésorière, le directeur de l'ADEME, notre secrétaire, et on a l'ensemble des opérateurs dont vous voyez avec lesquels on travaille au quotidien sur la mise en œuvre opérationnelle et la valorisation de démonstrateurs, d'actions qui marchent, etc. Des collectivités locales, là où ça se passe, comme on a l'habitude de le dire, c'est pas dans les ministères ou chez les opérateurs de l'État qu'on fait la transition, c'est bien sûr les territoires au plus près des habitants des entreprises et c'est bien les élus locaux des différentes strates qui ont cette charge et nous on est plutôt focus sur le bloc communal en privilégiant largement l'échelon PCI, mais en se disant qu'on a certainement beaucoup plus de plus-value dans des communautés de communes ou des communautés d'agglos qui sont souvent en manque d'ingénierie que dans des grandes métropoles qui, a priori, sont bien staffées. Des entreprises, grands comptes du CAC 40, vous reconnaissez les logos, mais aussi des startups, des entreprises de l'ESS, des SCOP, des interprofessions, etc. Et puis des experts, un collège auquel appartient notamment Efficacity, que Michel connaît bien, qui accueille plutôt des têtes de réseau national, le Conseil national de l'ordre des archis, celui des notaires, la Fédération nationale des agences d'urba, les CAUE, Syntec Ingénierie pour les BE qui font les études pour les villes, etc., etc. Et le but de l'assaut, repérer, rediffuser des outils, des méthodes, des exemples de politique publique, plutôt à l'échelle locale, qui permettent deux choses en même temps. Accélérer les transformations, parce qu'il s'agit plus simplement de transformer nos territoires, il faut le faire vite, sinon ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, dans certains territoires, il est déjà un peu tard. Et c'est la raison pour laquelle, en même temps qu'on transforme, on doit, avec les mêmes process, les mêmes projets, les mêmes copiles, les mêmes cotecs, les mêmes budgets, et pas dans des silos séparés, faire monter les territoires en résilience. Et chaque euro investi
par le privé ou le public doit servir les deux objectifs, transformer les territoires pour limiter la casse et la résilience pour anticiper, parce qu'on démarre un peu tard. Et surtout, le plus important, c'est qu'on n'est pas carbone centré. On est sur le prisme des limites d'habitabilité de la planète. Vous savez que c'est de plus en plus utilisé, notamment au sein des collectivités. Les 9 limites d'habitabilité pour Homo sapiens, dont 6 sont dépassées, qui permettent notamment de rappeler que l'enjeu carbone, c'est un enjeu parmi 9, hein, et que souvent, des actions de décarbonation peuvent être totalement négatives sur les autres sujets, ce qui est complètement contre-productif. Donc, on se bat pour une vision plus holistique des enjeux et des réponses en termes de politique publique ou privée qui soient plus systémiques. L'outil dont nous sommes les ambassadeurs français de Kate Raworth, vous connaissez certainement ce donut, je ne vais pas le détailler, mais c'est un outil qu'on utilise énormément avec les élus pour montrer que le développement économique doit changer de place. Plutôt que d'être un objectif absolu qui écrase le social et l'environnemental, c'est un moyen d'améliorer le social et l'environnemental. Donc, on conteste pas mal aujourd'hui les ODD, les logiques de développement durable, et on a des thésards, des doctorants qui travaillent sur les indicateurs territoriaux de ce donut pour une programmation pluriannuelle d'investissement de collectivité, pour un SCOT, pour un PLU, pour de la commande publique et des cahiers des charges de commande publique, etc., etc. Je termine en disant que notre actualité du moment, c'est d'avoir réuni, notamment la DTI Net, mais plein d'autres, vous reconnaissez les logos, pour essayer de rendre plus visibles les énormes progrès qui ont été réalisés depuis le début du mandat municipal précédent, du mandat local précédent, en matière de data, pour ne plus se tromper dans la dépense publique. Donc, on a un site, donc vous voyez les orgas, il y a des assos d'élus, il y a des opérateurs de l'État, il y a Syntec Ingénierie pour le privé. C'est un peu notre rôle, mettre en coopération ces acteurs publics, privés et professionnels pour accélérer les transformations. Alors que le nouveau mandat va commencer bientôt, comme vous le savez, on incite en lien fort avec les DGS des collectivités qui nous soutiennent dans cette démarche pour dire qu'il est temps là de réaliser des diagnostics de territoire 21e siècle, donc pas les diagnostics réglementaires hein, qui sont plus à jour, on pourra y revenir, il faut aller plus loin que les diagnostics réglementaires pour préparer les investissements, les PP, programmation pluriannuelle d'investissement des mandats, qui sont l'alpha et l'oméga du programme politique des collectivités. Et donc, on a même une grille d'aide à la décision pour les élus qui leur permet de se poser des nouvelles questions avant de décider de projet. Est-ce que mon projet est positif, négatif, neutre pour la biodiversité, pour le grand cycle de l'eau, pour l'épuisement des ressources, etc. Et on arrive avec des outils très simples à ce que les services mettent les élus en débat sur les vrais sujets. Enfin, pour avoir été élu local moi-même, je persiste et signe en disant que la plupart des sujets qui sont abordés dans les conseils ne sont pas les vrais sujets, mais les services, aujourd'hui, sont prêts à le faire. Et je dis les services et les DGS parce que si on a proposé, je fais un petit spoiler, une petite intro pour Xavier Morin, mais c'est très pertinent que Xavier vous parle aujourd'hui parce qu'il fait partie de ces DGS, et il y en a beaucoup, qui viennent chercher du soutien à l'extérieur pour convaincre leur écosystème interne et pour embarquer leur écosystème interne. Et quand ça vient du DGS, c'est pas anodin. Évidemment, ça doit venir de tout le monde. C'est le but de ce webinaire. Parfois, c'est des ingés ou des cadres de certains services en début de carrière qui vont sonner l'alerte, etc. Mais rien n'est plus puissant que le DGS dans une collectivité et surtout, personne d'autre que le DGS ne peut avoir justement cette vision holistique. Même les DGA, ils sont en silo. Le DGS, il est obligé d'avoir cette vision holistique et nous, on considère que le premier monsieur résilience, monsieur transition écologique ou madame, bien sûr, transition écologique ou résilience d'une collectivité, c'est là où le DGS, c'est pas. Moi, j'ai été moi-même Chief Resilience Officer de la ville de Paris dans une vie précédente. Comme personne connaissait, j'ai pu faire mon trou, mais je vois tout à fait les limites de ce positionnement hyper holistique quand on est rattaché à aucun DGA, à aucun. On a quand même un sujet. Donc le DGS, le pilier de la transformation, mais le DGS peut rien tout seul. Il a besoin d'embarquer ses collaboratrices et collaborateurs. On en reparlera forcément tout à l'heure. Je termine en disant que
allez voir ce site, Cap Territoire Durable, vous googlisez, et vous allez voir une méthode ultra simple, open source, gratuite, qui permet aux services des collectivités de préparer les diagnostics territoriaux pour le dossier de l'élu du prochain mandat. C'est stratégique, faut plus se tromper. On disait déjà ça du mandat dernier. Mais là, on a beaucoup plus d'outils pour le faire. Donc, on y va avec une démarche positive qui dit qu'aujourd'hui, on peut beaucoup mieux s'assurer que nos projets rempliront leurs objectifs. J'arrête le partage. Alors, merci beaucoup Sébastien, parce que tu n'as pas seulement présenté voilà, ce que fait France Ville et Territoires Durables, mais tu as commencé à rentrer dans le vif du sujet. Ce que je te propose peut-être, c'est de revenir, peut-être pour les personnes qui ne travaillent pas en collectivité, hein, par exemple, parce qu'il y en a forcément parmi les participants, sur, de ton point de vue, et qu'on recule, hein, quel est le rôle, en quoi les collectivités ont un rôle très important, puisque voilà, on cite très souvent l'État, les individus, les entreprises, voilà, les collectivités qui sont voilà, aucun des trois, mais voilà, l'acteur local, territorial. Pourquoi est-ce qu'ils ont un rôle fondamental à jouer? Et puis la question suivante, ça sera voilà, pourquoi c'est difficile? Voilà, pourquoi c'est difficile pour une collectivité d'accélérer la transformation écologique de son territoire? Bon, c'est enregistré, je ne sais pas si je pourrais dire tout ce que je pense vraiment, mais je vais essayer quand même. Le rôle de la collectivité, il y a quelques années, j'aurais dit, il est absolument central dans la transition écologique et tout doit passer par la collectivité. Mais aujourd'hui, le franchissement des limites planétaires en France, c'est notamment une conséquence de la décentralisation et du fait que chaque territoire prévoit son développement indépendamment des autres et en compétition avec les autres. La question des ressources en eau potable pour le développement, c'est pas une question qui se pose. C'est le premier qui pioche dedans qui va y arriver. Or, aujourd'hui, si on prend les zones les plus attractives pour le développement aujourd'hui, les territoires, les collectivités les plus attractives aujourd'hui, on appelle ça le U de l'attractivité, c'est-à-dire le littoral ouest et sud et la vallée du Rhône qui remonte jusqu'aux Alpes, incluant les Alpes. C'est aussi le U des premières régions qui seront inhabitables dans notre pays, bien avant les 80 ans de vie de ce qu'on est en train d'y construire. Donc, il y a un vrai sujet de retour de l'aménagement du territoire quand même. Hein. Moi, je ne pensais pas dire ça un jour, mais aujourd'hui, je dis où sont les datas. Hein. Et on a quand même un sujet. Par exemple, l'été dernier, actu récente, heureusement que l'État régalien était là. Enfin, oui, c'est l'État, c'est pas puisqu'il y a aussi la justice qui annule des stocks, des SCOT en ce moment à ce sujet-là. Mais le préfet, représentant de l'État dans le département des Alpes-Maritimes, a fait le bilan, la somme des consommations en eau supplémentaires liées à tous les permis de construire qui étaient en cours d'instruction dans le département. Puis il a fait la somme, puis il a dit bah il y a plus d'eau, ça marche pas. Si on construit toutes les résidences hôtelières, qu'on continue à pomper dans l'eau pour la neige, etc., etc., ben mon territoire, il n'a plus d'eau. On va donner de l'eau en bouteille aux habitants. Il a, décision de l'État régalienne, je gèle la délivrance de tous les permis de construire jusqu'à ce que les territoires s'entendent entre eux sur le partage de l'eau. Ben voilà. Donc on montre que ça va quand même être une articulation entre les deux parce que malheureusement, on a encore une certaine vision du rôle de l'élu. Et ça, je commence à répondre à ta deuxième question. La posture de l'élu local doit radicalement évoluer. Notamment parce que le rôle de la collectivité, je le tempère un peu aussi, par exemple, dans les logiques d'adaptation ou d'atténuation. L'adaptation. Prenons l'adaptation. On a aujourd'hui plein de collectivités locales qui mettent en place des plans locaux d'adaptation au dérèglement climatique. C'est salutaire, il faut le faire. Mais dans ce vieux réflexe, la collectivité le fait là où elle considère être légitime pour agir, c'est-à-dire sur son domaine public. C'est-à-dire moins de 20% du territoire, qui est déjà complètement contraint par les réseaux, les bus, etc., et qui est certainement pas l'endroit où on peut faire le plus d'adaptation. L'enjeu d'adaptation des territoires, c'est pas les 20% publics, c'est les 80% privés. Et donc le rôle de la collectivité, c'est pas uniquement d'adapter ce qui est à elle, c'est d'embarquer le privé pour que le privé contribue aux politiques publiques. C'est ça la grande nouveauté. Parce que sinon, le bilan, il sera nul en baisse de température. Il n'y aura aucun impact. La mairie dira, moi j'ai fait ce que je pouvais,
mais ça n'a pas d'impact pour le bien-être des habitants. Donc, si les élus locaux veulent que ça fonctionne, ils doivent embarquer le privé. Par ailleurs, ça permet à des élus, on y travaille beaucoup en ce moment avec le maire de Montrouge, par exemple, la mairie de Montrouge, l'une des villes les plus denses de France, qui a énormément souffert pendant le Covid parce qu'il y avait 0 espace vert sur 1 kilomètre carré. Vous savez, le fameux kilomètre carré. Et ça permet aussi de renverser les logiques de gouvernance. À l'ancienne, euh, l'élu patron du territoire, c'est celui à qui on vient de demander des comptes. Je dis celui parce qu'à l'ancienne, c'était beaucoup des celui et pas beaucoup des celles, à qui on vient demander des comptes. Mais en matière d'adaptation, c'est différent. La mairie, elle peut dire, moi, j'ai que 20%. Hein. Par contre, votre non-adaptation, vous, société civile, elle est dangereuse pour l'intérêt général. Donc, on peut aussi avoir la collectivité qui demande des comptes aux grands comptes tertiaires qui ont des toitures, aux bailleurs sociaux qui n'ont pas forcément fait tous les efforts de végétalisation, de récupération d'eau, etc. Et donc, le nouveau rôle des collectivités, c'est bien sûr planifier. Et on a un énorme besoin de retour à la planification. Le SGPE a été salué. Bon, on ne sait pas trop ce que ça va devenir, mais la planification est quand même un outil dont on a absolument besoin aujourd'hui, surtout pour ne plus se tromper. On doit par ailleurs beaucoup plus se concentrer sur l'évaluation ex ante que l'évaluation ex post, alors que traditionnellement, on est beaucoup plus sur l'évaluation ex post. Hein, on a beaucoup bossé sur l'évaluation des politiques publiques, mais après coup, sur la plupart des sujets réalisés dans 15 ans qu'on s'est trompé n'aura aucun intérêt. Par contre, réaliser avant de dépenser l'argent, avant de couler le béton, qu'on est sûr que ça marche, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc aujourd'hui, les outils d'aide à la décision amont prennent une toute nouvelle dimension au sein des collectivités qui n'en ont pas encore toute la connaissance, en fait, hein, parce que c'est assez récent. Comment on a des outils de modélisation des scénarios, de modélisation des différentes options qui permettent aux élus d'avoir des choix plus éclairés. Comment on hiérarchise une programmation pluriannuelle d'investissement au regard du grand cycle de l'eau, de la capacité des sols à capter du carbone, ou etc. Et pas uniquement au niveau de critères politiques et financiers. Et puis, je termine peut-être à ce stade en disant que un nouveau rôle des collectivités, ben, c'est la gestion des risques. Ça a toujours été leur rôle, mais sauf qu'on n'est plus du tout dans le même contexte qu'avant, et que là où les collectivités gestionnaires de risques agissaient bien souvent dans le cadre de l'État, ce qui est normal, la réglementation nationale de prévention des risques, aujourd'hui, la réglementation, et je l'assume, je le dis à la DGPR ou à tout le monde, mais tout le monde le sait, la réglementation nationale de prévention des risques ne nous protège plus du tout. Je vais donner plusieurs exemples, notamment parce qu'elle est basée sur le monde holocène et pas sur le monde anthropocène. Je pense que vous êtes familière ou familier de ces termes, mais en quelques mots, le monde holocène, c'est un monde dont on connaît les extrêmes. C'est pour ça qu'on peut avoir, par exemple, une réglementation de prévention du risque d'inondation qui se base sur un aléa de référence, qui est la dernière crue centenale. C'est toujours la loi aujourd'hui. On peut toujours construire un EHPAD, une crèche accueillant de publics vulnérables à un endroit qui se situe juste 1 centimètre au-dessus de la dernière crue centenale. La loi le permet. En revanche, chaque fois qu'il y a un événement climatique type inondation, ça commence aux infos par l'événement le plus fort depuis qu'on a commencé à mesurer. Donc la réglementation ne nous protège pas. Or, les données sont disponibles pour modéliser le risque d'inondation hyper précisément aujourd'hui, mais ce n'est pas imposé par la réglementation. Donc c'est aussi le but de ce que je vous ai présenté avant, comment la collectivité garantit la protection des biens et des personnes sur son territoire au-delà des lacunes de l'État à ce stade en matière de prévention des risques. Elle a tous les moyens pour le faire, notamment l'accès aux data, qui aujourd'hui sont bien plus fortes, bien plus pertinentes. Deuxième exemple, enfin, deux exemples. Aujourd'hui, ces datas, elles existent et elles sont mobilisées par les assureurs. Ce sont les pros de la data des risques, forcément. Mais si seulement les élus locaux utilisaient le même type de data pour faire leur PLU, c'est pas du tout les mêmes. Hein. Aujourd'hui, les assureurs, ils sont capables d'avoir des couches de data dans la même rue qui vont vous dire cette maison, elle va subir 2 fois par an l'inondation par ruissellement, mais celle d'à côté, non. Donc, il y en a une qui a plus d'assurance du tout, puis l'autre qui va avoir son assurance. Nous, par contre, le zonage PLU, c'est le même, sur un grand quartier. Comment on arrive à avoir cette dentelle
en utilisant ces datas pour protéger les biens et les personnes et les finances de la collectivité qui pourra ensuite être attaquée pour dédommagement parce qu'elle n'a pas protégé. Hein. Il y a une question de responsabilité forte. C'est une question de bonne gestion de l'argent, en fait, de bonne gestion de l'argent public. Donc, les assureurs travaillons, il y en a peut-être parmi vous, je le souhaite. Nous, on se rapproche de plus en plus des compagnies d'assurance qui ont une expertise extrêmement développée et qui devraient davantage travailler avec les territoires. Et puis, le deuxième exemple, et je m'arrêterai là, il fait le tour de France en ce moment, on le sort partout, notre adhérent Caen-la-Mer, la communauté urbaine de Caen, en Normandie, s'est beaucoup fait remarquer parce que il y a un an à peu près, je crois, ils allaient poser la première pierre d'un grand projet qui avait 20 ans d'ingénierie derrière lui, un projet de nouveau quartier, écoquartier, 2500 logements, du tertiaire, des équipements, etc. Ils allaient poser la première pierre. Tout était validé, le plan de prévention du risque littoral était validé, celui du risque d'inondation aussi. Et puis, il y a un jeune ingénieur, peut-être un membre d'une de vos alumni, certainement, dans le service du VP, qui dit au vice-président, mais écoute, j'ai regardé le PPRL, là, le plan de prévention du risque littoral, mais le problème, c'est que la réglementation, elle nous demande juste de regarder les événements extrêmes. La conjonction forte houle, forte marée, tempête, etc. Donc forcément, la probabilité est tellement faible qu'on passe. Mais par contre, ça ne tient pas compte de toutes les données qu'on a aujourd'hui sur l'augmentation supérieure de la montée des eaux par rapport à ce qu'on pensait il y a 10 ans, de la montée de l'eau, de la montée des océans. Aujourd'hui, il y a plein de scénarios et tout ce qu'on sait, c'est que ça augmente beaucoup plus vite que prévu. Il a dit, est-ce que tu me laisses faire une étude à 5000 euros juste pour vérifier que ce qui se passe en temps normal, avec chaque marée. L'étude a montré que avant même la fin des travaux et dès la livraison, 10 jours par mois, il y avait 5 cm d'eau dans le quartier. Donc, c'était un projet infaisable, qui pourtant validait la réglementation des risques. Le VP a réuni les acteurs économiques qui pensaient se passer par la fenêtre et se faire insulter. Et en fait, les acteurs économiques, les investisseurs ont dit merci, parce que si on s'était entêté et qu'on avait continué, on aurait perdu beaucoup plus d'argent. Et mon mot pour terminer, c'est ce nouveau terme qui arrive dans la gestion des collectivités, qui est le terme de renoncement. Le renoncement, ça coûte pas d'argent, ça en rapporte. Et ça peut avoir énormément d'impact sur la transition écologique, le cycle de l'eau. Il y a tout un tas de trucs qu'on fait qui ne sont pas utiles. Il y a tout un tas de trucs qui coûtent de l'argent, qui sont plus nuisibles que positifs. Donc le premier sujet, avant de savoir ce qu'on doit faire en plus, qui demande de l'argent, qui demande des évolutions législatives, qui demande plein de trucs. Le premier rôle des collectivités, c'est qu'est-ce qu'on ne fait plus. Et ça tombe bien, ça coûte moins d'argent. Merci Sébastien pour ces éléments. J'ai une question à te poser. Tu as donné pas mal d'exemples très très concrets et merci beaucoup sur la dimension résilience, adaptation. Je voudrais également t'écouter sur tout ce qui tourne autour de la transition écologique, de l'atténuation du changement climatique, de la préservation de la biodiversité, etc., qui sont des sujets qui peut-être malheureusement vont apparaître comme moins urgents que l'adaptation, la résilience, et également des sujets pour lesquels les collectivités, que ce soit le DGS, les directeurs, ou quel que soit le collaborateur, ou les élus, vont devoir avoir parfois un sacré courage parce qu'il y a un intérêt général qui parfois dépasse le cadre de la collectivité. Si on parle de changement climatique, c'est même un cadre mondial. Ce ne sont pas forcément des sujets qui vont être considérés toujours comme prioritaires par les habitants. Donc voilà, comment tu vois l'avenir de ce côté? Tu disais en introduction, il faut que chaque euro dépensé permette de traiter les deux sujets, mais voilà, est-ce que c'est si facile? Mais le risque est grand, tu as raison. Le risque est grand à la fois avec ce leitmotiv que moi je ne supporte pas de simplification qui vise juste à enlever des garanties de nous protéger sur un paquet de sujets. Donc le risque est grand. Et là, moi, je compte sur l'État régalien pour garder une SNBC plus ferme qu'elle ne l'est aujourd'hui, parce que l'adaptation sans atténuation, c'est même pas la peine de la faire. Autant pas s'emmerder. À vrai dire, vous savez que déjà s'adapter à 4 degrés, c'est quasiment impossible. Alors, on va pas le dire, on va le faire quand même. Mais si on abandonne l'atténuation, alors assumons-le, ne faisons pas d'adaptation. C'est pas la peine. Pour le coup, ça ne sert à rien parce qu'on s'adaptera pas à tout. Et c'est ça. Et j'en viens du coup
au principal sujet dans la période en plus de backlash sur le sujet. On a besoin d'une révolution culturelle. Bien sûr, on a besoin d'innovations technologiques, tout ça, mais on les a en fait. Aujourd'hui, les innovations technologiques, elles sont là. On a énormément d'outils qui nous permettraient de bien faire. Les solutions sont là. Les solutions pour la transformation écologique, énergétique des territoires, elles sont toutes là. Pour ça que moi, je freine un peu les logiques de il faut absolument mettre plein de millions sur l'innovation et les choses nouvelles. Puis en attendant, on n'entretient pas notre réseau d'eau, on n'entretient pas. Voilà. Hein, l'enjeu, c'est maintenance, entretien, beaucoup plus que de créer des trucs nouveaux aujourd'hui. Et c'est bien plus durable de faire comme ça. Par contre, je le dis cash, mais je le vis tous les jours. On a une certaine génération majoritaire aujourd'hui d'élus locaux qui a fait toute sa carrière dans un monde hors sol par rapport aux limites planétaires et aux physiques et aux limites physiques de la planète. C'est-à-dire le mot limite était interdit du vocabulaire. Il n'y a pas de limite au développement, encore aujourd'hui. Hein. Si vous dites limite au développement, vous êtes un décroissant en peau de chèvre avec des chaussettes dans ses sandales. Hein. Bah oui, mais sauf que les limites, elles sont physiques. Elles dépendent pas ni du Conseil des ministres, ni du CA de l'entreprise. C'est des limites physiques qui s'imposent à nous. Et c'est là la révolution culturelle. C'est qu'on a des élus qui sont encore dans la logique du développement infini puisque les ressources sont infinies. Tant qu'on en est là, on est dans des logiques d'attractivité plus forte que celui que le voisin d'à côté. Je dois gagner des élus, je dois gagner des entreprises, je dois gagner des habitants, et comme ça, je serai plus fort. Enfin, parfois, anthropocène, on dit androcène aussi, parce que quand c'est des femmes, mères ou présidentes d'exécutifs, je le dis cash, j'ai vécu les deux types de figures, c'est pas les mêmes comportements politiques, je suis désolé. Il y a une vraie question genrée aussi sur l'avenir ou la trajectoire que par exemple coopération versus compétition, je persiste, c'est genré. Je l'ai vécu beaucoup de fois et la compétition aujourd'hui elle est délétère. Hein. Elle est complètement délétère. La compétition entre les territoires. Donc réaliser que le monde est fait de limites et que le développement ne sera pas jusqu'à l'infini et l'au-delà, comme dit le dessin animé de nos enfants. Et plutôt que le développement infini, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir comme leitmotiv, évidemment pas la décroissance, surtout pas, mais je ne vois pas en quoi le terme équilibre territorial est négatif. L'équilibre. Le juste équilibre entre le prélèvement des ressources disponibles, la qualité de vie des habitants et les impacts sur l'environnement, qui est très différent d'un territoire à l'autre. Ça dépend de plein de choses, de plein de critères. On ne peut pas avoir une règle unique d'équilibre territorial. Par contre, le développement territorial, c'est unique. Hein. Chaque maire, il pense que sa vocation, c'est de travailler, c'est d'avoir SimCity et des cases à remplir sur la carte. C'est cette logique-là qui doit changer, une vraie logique culturelle différente sur le rôle des élus. Autre exemple, le rapport des élus à l'endettement. La dette, c'est mal. Le rôle d'un élu, c'est de bien gérer comme un bon père de famille. Ben non, je suis désolé. S'il y a bien un moment où il faut s'endetter, c'est maintenant. Hein. Ça ne servira à rien de s'endetter dans 30 ans, il sera trop tard. Et la dette, c'est un outil. C'est juste un outil, un moyen financier, surtout quand on est dans le public. Donc, on a besoin. L'élu patron de son territoire, omniscient, c'est plus ça. C'est plutôt un élu organisateur de la coopération entre acteurs, accompagnant les différents acteurs privés, publics, citoyens, associatifs dans leurs propres initiatives, c'est-à-dire sortir aussi de cette logique que la vraie vie de la ville, c'est tout ce qui sort du conseil municipal. J'ai bossé 20 ans dans les collectivités, hein, je précise, 25 ans, en tant qu'élu, en tant que DIRCAB, en tant que directeur, avec les différentes et dans différents types de territoires. Donc, j'ai toujours des exemples qui me viennent en tête quand je parle de ça. Et donc, vraiment, comment la posture de l'élu et de la collectivité peut évoluer en étant plus un accompagnateur d'initiatives dans le bon cadre, plutôt que juste un édicteur de règles qui les fait respecter. Merci Sébastien, c'est toujours passionnant de t'entendre à la fois sur le fond et sur ta passion pour le sujet, hein, ta motivation. Donc, merci beaucoup. J'ai une dernière question qui fera la transition avec l'intervention de Xavier Morin. Est-ce que tu peux nous dire un mot de la façon dont tu ressens le rôle des différents collaborateurs au sein d'une collectivité? Bien sûr, le DGS a un rôle clé, tu l'as dit, mais parfois, l'action des collaborateurs peut être
fondamentale, soit parce qu'on a besoin, bien sûr, comme je l'ai un peu dit en introduction, que tout le monde s'implique, mais aussi pour faire bouger les choses de l'intérieur dans des collectivités où cette révolution culturelle dont tu parles n'a pas complètement eu lieu, que ce soit au niveau des élus ou même au niveau ou de la DGS. Je vais donner un exemple de ce qu'on a fait à Dunkerque pour que ça soit très concret sur ce sujet, parce que je partage complètement le fait que beaucoup, les collectivités, d'ailleurs nous on en fait beaucoup, hein, on fait beaucoup de sessions de sensibilisation des équipes de direction générale, par exemple. Mais à chaque fois on leur dit, vous arrêtez pas là, hein. Parce que l'équipe de DG, si les agents de catégorie C sont pas au courant des bifurcations, ils vont pas les accepter. Et puis c'est parfaitement normal. Et par ailleurs, les sujets, donc je vous dis ce qu'on fait, ce qu'on propose. Par exemple, la communauté urbaine de Dunkerque, un de nos adhérents, nous a demandé de sensibiliser et de former ces 3900 agents. A, B, C, mélangés, 100%, participation obligatoire, une journée entière. Alors ça a duré sur un an avec par amphi de 500, mais tous les jobs. Et les directeurs étaient mélangés avec les balayeurs, etc., dans des amphis de 500. Et on avait prévu une petite présentation, enfin une grande présentation, qui était ponctuée de témoignages d'agents de la collectivité qui sont déjà en train de mettre en œuvre des politiques et qui racontent ce qu'ils font en vidéo. C'est-à-dire qu'il y avait moi, mon pitch de Parisien qui vient et puis qui dit ce qu'il faudrait faire, mais c'est surtout, c'était illustré. Et c'est ça qui crée le mouvement d'entraînement. C'est-à-dire qu'on a plein d'agents qui se disent, oh, mais je le connais, le collègue, là, c'est avec lui que j'ai mangé à midi. Ah ouais, il fait ça. Il travaille déjà sur la question du zéro déchet, etc. En fait, on leur fait une présentation limite planétaire. Et pour chacune des limites, on l'illustre par une politique publique menée déjà par quelqu'un de la collectivité qui est une vraie personne qui est pas un... et la personnalisation, elle est hyper importante parce que c'est des ambassadeurs et des ambassadrices dans chaque service, dans chaque direction. On a besoin de ces ambassadeurs et de ces ambassadrices, que ce soit les grands chefs ou les exécutants, notamment parce que moi, je pense que ça va mieux maintenant. Nous, très clairement, aujourd'hui, on note un gap qui se creuse entre le niveau de conscientisation des services et celui des élus, hein. Les services sont bien plus en avance que les élus. Parce que les services, je sais pas, ils se forment, ils sont confrontés à la réalité, mais les services, en général, on n'a pas, là où on apporte une plus-value aux services, c'est dans les logiques de travailler ensemble sur ces sujets et pas chacun de son côté. Mais sur la conscientisation, moi, il me semble, il y a quand même eu beaucoup de progrès. Par contre, chez les élus, je reconnais qu'on est un peu plus loin. Mais on a absolument besoin de ça parce qu'il y a quelques années, je me souviens, dans un webinaire de ce type-là, je ne sais plus avec qui, on avait des assos de fonctionnaires, peut-être même l'ADT était là aussi, des assos de fonctionnaires territoriaux qui évoquaient, c'était un webinaire sur l'éco-anxiété des agents de nos collectivités. Et on avait des témoignages bouleversants, en fait. Vous savez, tous les monsieur, madame, plan climat, les monsieur, madame, au début, c'était des monsieur, madame, agenda 21. Maintenant, c'est des monsieur, madame, plan climat, transition écologique, etc., qui sont rattachés à une direction qui fait plein d'autres choses. Et ben, eux, ils sont confrontés toute la journée aux réalités. Ils manipulent les données. Ils rencontrent les chercheurs. Ils suivent des webinaires, des formations. Ils sont parfaitement conscients de tous les enjeux. Et quand ils vont voir leur supérieur hiérarchique, ils disent non, mais c'est pas une priorité. Ça, tu nous emmerdes avec ça, on n'a pas le temps. Le maire, il a demandé tel truc. Quand ils vont voir leurs collègues à la machine à café, ils disent mais t'es collapso, toi. T'es complètement collapso. Bon, j'ai pas envie de parler avec toi parce que t'es négatif. Voilà. Et en fait, on a des agents qui se retrouvaient en souffrance professionnelle dans l'incapacité d'avoir un retour sur, enfin, c'est même pire que ça, d'avoir une vision de leur entourage professionnel qui dit, mais ce que tu fais, c'est pas important, ça nous intéresse pas, alors que lui-même est convaincu que c'est central. Certains demandaient d'ailleurs, les syndicats disaient, il nous faut une prime de pénibilité pour les monsieur et madame plan climat dans les collectivités. Je trouvais que c'était provoque, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant pour montrer que là aussi, on a besoin que ça soit l'ensemble de l'écosystème, puis après, je vais plus loin, hein. Il faut aussi que les opérateurs de la collectivité soient dans le même bateau. Les SEM, les bailleurs, les partenaires avec qui elles bossent. Donc nous, on est à fond là-dessus, là, la sensibilisation et en présentant, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui moyen de présenter les 9 limites planétaires avec des bandes dessinées et en faisant des blagues. On n'est pas obligé de présenter des tableaux de chiffres, des graphes, ni de faire peur, ni etc. Et on peut avoir vraiment une façon de présenter les enjeux qui les ramène au métier de la collectivité, qui est aussi valable pour un grand chef que pour un agent de catégorie C. Un grand merci, Sébastien, pour ton intervention, ton témoignage passionné et passionnant.
Donc, je vais passer la parole maintenant à Xavier Morin. Avant, je voudrais juste saluer Bruno Paulmier, hein, qui nous a rejoint, qui est le président d'ADTINET. Hein. Merci beaucoup pour votre participation et la co-organisation de ce webinaire. Donc, je vais passer la parole à Xavier Morin en disant simplement que habituellement, les webinaires d'Alumni for the Planet mettent en scène un collaborateur qui n'est pas un dirigeant, qui explique comment il est en train, de l'intérieur, de contribuer à transformer son organisation et comment, en particulier, il mobilise, il challenge, il embarque la direction. Mais pour les collectivités, c'est un peu particulier. Parce que, bon, Sébastien, tu l'as beaucoup évoqué en parlant des élus. Finalement, même le DGS, alors moi j'ai été DGR en collectivité, pas DGS, mais même le DGS n'est pas le patron vraiment, hein, puisqu'en fait les décisions sont prises par les élus, par le président, le vice-président, etc., le maire et ses adjoints. Et donc en fait, il y a bien un peu le parallèle, hein, et Xavier va nous l'expliquer, sur cette question de comment j'embarque la direction. Voilà. Et donc ce deuxième témoignage donc, de Xavier, je le redis hein, pour les participants, vise à vous montrer bien sûr, vous n'êtes pas tous DGS, mais finalement, vous verrez que c'est transposable pour beaucoup de niveaux de responsabilité en collectivité comme dans d'autres organisations publiques et privées. Voilà, Xavier Morin va nous donner son témoignage et montrer que oui, c'est possible de passer à l'action, quelque part d'aller au-delà de sa fiche de poste. Hein. Alors, pour commencer, Xavier, je voudrais que vous nous rappeliez rapidement hein, votre parcours, mais aussi qu'est-ce qui a fait que vous avez souhaité vous engager hein, sur ces enjeux complexes hein, de transition écologique avant de rentrer dans le détail de ce que vous avez fait? Oui, donc bonsoir à tous. Merci Michel pour l'invitation. Merci à Sébastien pour l'introduction. Je remercie l'ensemble des associations qui sont organisatrices et je salue notamment la représentante de l'ENTPE puisque je suis ancien élève de cette école d'ingénieurs avec un triple parcours à la fois ingénieur, architecte et urbaniste en sociologie urbaine. Je le dis d'entrée parce que effectivement, sur la question du parcours et de l'apprentissage et de l'engagement depuis une petite trentaine d'années maintenant, cette question de la formation initiale a été aussi un peu déterminante sur le choix, on va dire, de m'impliquer sur les questions des systèmes urbains complexes et des projets d'aménagement et tout ce qui avait trait à l'aménagement du territoire. Euh, euh, je ne vais pas faire long sur mon parcours et simplement dire que j'ai démarré donc pour le compte à l'époque du ministère de l'Équipement, aujourd'hui Transition écologique, en intervenant en tant qu'ingénierie pour compte de tiers, surtout pour les collectivités territoriales, et ça pendant 7-8 ans, et j'ai basculé 2004-2005 en territorial dans la métropole lilloise pour aller justement, comme le disait Sébastien tout à l'heure, agir sur les territoires au plus près et notamment à l'époque sur les questions de rénovation urbaine dans les grands ensembles, rénovation aussi dans les quartiers anciens, etc., etc. Et puis j'ai évolué progressivement au sein des collectivités et à partir des années 2010, 2012, en prenant des postes de direction générale et qui m'ont amené voilà, à passer d'approches qui étaient peut-être dans les années 2000 des approches plutôt de labellisation, sur des approches partielles sur la qualité environnementale, sur les analyses urbaines environnementales, les écoquartiers, ainsi de suite, qui était voilà, une vision un petit peu plus ponctuelle. Les projets de rénovation urbaine ou d'autres plus complexes m'ont amené progressivement à m'intéresser aux questions de vulnérabilité, qu'elles soient urbaines, techniques, sociales, environnementales. Et je me suis posé la question de quels étaient les déclics au sein de mon parcours professionnel. Un premier, ça a été une lecture, tout simplement. À l'époque, c'était un ouvrage donc intitulé La Voix de Edgar Morin, qui m'a fortement marqué, en fait, et qui a assez fortement modifié mon approche et managériale et mon positionnement professionnel dans la collectivité où j'étais. Parce que ça ouvrait à l'approche de la complexité, ça ouvrait à une évolution des postures professionnelles et apporter des valeurs professionnelles au sein de l'administration en essayant de défendre des systèmes et des stratégies plus globales de développement. Donc, j'ai commencé à m'investir un peu dans les années voilà, 2008, 2010, 2012 sur les approches de projets de territoire, de démarche vision.
est fortement orienté sur les questions de transition écologique et de résilience. Et le deuxième déclic, ça a été une formation, et d'ailleurs j'y ai croisé Sébastien à cette occasion, c'était je pense 2017-2018, formation organisée à l'époque par l'Institut de la ville durable, en lien avec l'Université de Nice, et qui m'a permis là d'approfondir et de me former en tant que directeur général. Et je rejoins ce que disait Sébastien tout à l'heure sur le fait que on avait souvent dans ce type de formation beaucoup de chargés de mission, de personnes qui, au sein de l'organisation, se retrouvaient à maîtriser, à connaître et à avoir fait les bons diagnostics et en difficulté à être entendus sur les analyses qu'ils pouvaient avoir par, je vais dire, le top management. Et je me suis retrouvé effectivement à me former sur les stratégies de résilience territoriale. Et de là, ça a été effectivement un engagement très marqué de ma part que de travailler au niveau des collectivités. Et j'ai pu travailler sur des collectivités dans la métropole lilloise qui étaient plutôt orientées effectivement sur des problématiques de déclin économique et de difficultés sociales très marquées. Ensuite, en bassin minier Nord-Pas-de-Calais aussi, sur toujours des problématiques de déclin. Je suis arrivé à Cherbourg-en-Cotentin, cette fois-ci plutôt pour m'investir sur des territoires en forte dynamique industrielle et économique, mais qui connaissent aussi voilà, un certain nombre de vulnérabilités, et j'y reviendrai. Et à côté, et je m'en tiendrai là sur cette première intervention, à côté du travail qui pour moi avait du sens, c'est-à-dire de m'investir effectivement sur compréhension et des systèmes, notamment des systèmes urbains, en contexte, ce qu'on a connu depuis 10-15 ans, d'instabilité, d'incertitude. Euh, je me suis aussi intéressé, et je salue à cette occasion Bruno Paulmier. On a eu aussi à se croiser à l'époque, c'était au CNFPT, dans des réflexions sur quel devait être le management de demain pour les cadres dirigeants de nos collectivités. Je suis venu aussi à réfléchir tout simplement à la question de quelles sont les valeurs et les capacités managériales à développer au sein de nos collectivités pour investir les stratégies de résilience territoriale. J'ai beaucoup travaillé sur les questions de développer la capacité à agir, à réagir, faciliter la prise d'initiative par les collaborateurs et Sébastien l'a dit tout à l'heure, développer la capacité effectivement à la fois de coopération et la culture de la maîtrise du risque. Voilà. Donc c'est un peu les sujets qui m'ont intéressé, qui sont pour moi les déclics qui m'ont permis effectivement d'avancer plus fortement ces dernières années sur les stratégies de transition écologique. Merci Xavier pour ce premier échange. Alors du coup, je propose qu'on rentre dans le concret des principales actions, pas toutes bien sûr, hein, que vous avez engagées au cours des dernières années, y compris les plus récentes, qui, pour certaines, on va le voir, vont assez loin dans la transformation de votre territoire, mais la transformation dans la façon dont votre collectivité fonctionne, dont les élus prennent les décisions, interagissent avec les services, etc. C'est ça qui est très intéressant dans dans votre exemple. Hein. Et donc, je vous laisse le présenter, puis après, vous nous raconterez un petit peu comment vous avez réussi à faire ça. Hein, parce que la question, c'est comment embarquer sa hiérarchie, comment embarquer sa direction. Dans votre cas, comment embarquer les élus. Donc, ça, je pense que c'est ce qui pourra énormément intéresser les participants. Oui, donc depuis 2021, je suis arrivé effectivement à Cherbourg-en-Cotentin. Quelques mots sur la collectivité. C'est une commune nouvelle créée en 2016 et qui est issue d'une fusion. Alors, c'est assez particulier, la fusion de 5 communes et d'une communauté urbaine. Donc, on a en 2016 eu une commune nouvelle qui avait récupéré l'ensemble des compétences dévolues à la communauté urbaine antérieure et aux communes. Et puis, on a eu une création en 2017 d'une communauté d'agglomération de grande taille, puisqu'il y a 129 communes dans cette communauté d'agglomération. Et Cherbourg-en-Cotentin, 80 000 habitants, c'est la commune centre, effectivement, de cette agglomération d'à peu près 182 000 habitants. C'est une ville qui est donc industrielle et portuaire et qui est en forte dynamique économique, ça c'est important à souligner, et un héritage de l'ensemble des collectivités antérieures, une collectivité où le service public est très fort, très étendu et beaucoup effectivement assumé en régie. Alors c'est à la fois une force par rapport au territoire, aux enjeux de cohésion sociale notamment. Ça peut être aussi voilà, un point de fragilité ou de faiblesse quand il s'agit de conduire le changement et de bifurquer. Parce qu'on peut se dire aussi que parfois, voilà, on a
on a une collectivité de près de 2500 collaborateurs. Et c'est effectivement, comme le disait Sébastien tout à l'heure, pour Dunkerque, qui est un exemple et une inspiration pour nous, un gros travail qui est encore devant nous de mobilisation de l'ensemble des agents de la collectivité. Néanmoins, on n'est pas resté inactif depuis 4 ans que je suis arrivé à ce poste. Et puis, on a juste un dernier élément de contexte, une collectivité qui est structurée, donc qui est jeune depuis 2016, et une agglomération aussi jeune, et on n'est pas encore parvenu à la maturité complète en termes je dirais, de partage de compétences entre la commune et l'échelon intercommunal. Et c'est important par rapport aux stratégies de transition écologique et de résilience d'avoir ça aussi en tête, qu'on a encore du chemin à mener avec l'échelon intercommunal. Comment je m'y suis pris pour avancer sur les questions de stratégie de transition écologique, notamment avec nos élus. En 2022-2023, on est dans une période voilà, de sortie de crise sanitaire et puis d'un contexte de crise internationale, économique, politique, avec une inflation galopante. Et il a fallu un gros travail de conviction auprès de nos élus et auprès du maire pour effectivement rentrer dans une stratégie qui puisse avoir du sens, c'est-à-dire de ne pas être dans des arbitrages économiques et budgétaires comme ceux qui se faisaient très pressants auprès de nos collectivités, mais d'arriver à avancer sur une stratégie globale et systémique qui nous permette effectivement à la fois de faire des choix. Alors, Sébastien dit de renoncement, en tout cas des choix qui ne soient pas des choix subis, parce que le renoncement, il peut aussi être totalement subi sous la pression ou budgétaire ou simplement environnementale ou autre, mais bien d'arriver à construire avec nos élus une priorisation de politique publique et construire, moi ce que j'appelle pas des renoncements, mais effectivement des choix qui soient réfléchis, qui soient organisés, même si effectivement c'est de la redirection. Et de sortir d'une stratégie à l'époque qui était une stratégie du toujours plus de services publics, en délaissant notamment des problématiques qui étaient importantes du quotidien de la collectivité, en ce qui concerne notamment le patrimoine de la collectivité qui est très étendu dans notre collectivité. Donc j'ai fait une première proposition, c'est de sortir de l'empilement des orientations stratégiques thématiques qui étaient essentiellement portées par les délégations et par les directions en tuyau d'orgue, et d'engager une réelle démarche de vision qui soit collective et orientée sur la question de la transition écologique et sociale et de la résilience, c'est-à-dire une approche qui soit avant tout systémique et prospective. Et je m'y suis pris par différentes étapes. D'abord, construire auprès de la direction générale, ça va un peu dans le sens de ce qu'évoquait tout à l'heure Sébastien, une force d'appui rattachée au directeur général des services et qui organise la transversalité entre l'ensemble des services de la collectivité. Donc, on l'a appelé la mission d'appui stratégique et qui a 2 volets. Un premier volet sur accompagner le comité de direction générale et accompagner les élus sur la construction d'une vision de territoire orientée sur la transition écologique et la résilience. Et de l'autre côté, accompagner la conduite du changement dans la collectivité, notamment sur le volet managérial. On a travaillé sur une phase d'initialisation avec les élus et avec l'ensemble de l'encadrement. Alors, c'est pas comme à Dunkerque pour l'instant, c'est pas la totalité des agents, mais il y a eu une phase d'acculturation, donc des prises de conscience des enjeux et des impacts liés au climat et des impacts liés à l'environnement, à travers une formation fresque du climat. C'est quelque chose qu'on connaît aujourd'hui très bien, qui a été dispensée de façon, je vais dire, obligatoire à tous les élus de la majorité et aux 360 encadrants de la collectivité. Donc, ça a pris pour les encadrants plus de 6 mois à effectivement permettre de prendre conscience et d'avoir cette approche un peu systémique et de compréhension des causes et des effets. Puis, on a organisé des séminaires, notamment des séminaires, j'insiste bien sur le côté collectif, élus, encadrants, pour travailler sur un diagnostic partagé par une approche sur les vulnérabilités, c'est-à-dire qu'on s'est intéressé effectivement à comprendre les enjeux de territoire par l'approche des vulnérabilités du territoire, et en essayant de travailler avec les élus sur une forme de projection vers l'avenir, de récit à 20 ans, de là où on voulait emmener la collectivité sur les questions de transition écologique. Donc on a mené notamment à cette occasion-là un certain nombre de conférences. Sébastien, d'ailleurs, nous a fait
le plaisir effectivement d'initier un certain nombre de séminaires avec nous. On avait l'ADEME, on avait d'autres intervenants, d'ailleurs le GIEC normand, puisqu'on bénéficie sur le territoire d'outils aussi intéressants. On a d'ailleurs adhéré l'année dernière, en 2024, au réseau de France Ville et Territoires Durables, ce qui nous a permis aussi de bénéficier, et c'est tout l'intérêt d'avoir aussi de l'ingénierie support pour nous aider à faire et de la médiation, à faire venir des tiers de confiance, notamment grâce au réseau France Ville Durable. Et moi, je le vois comme une forme d'accélérateur sur des temps forts que sont nos séminaires de cadres et d'élus, pour aider effectivement à construire cette vision partagée de la ville avant d'aller ouvrir, là je rejoins aussi l'intervention de Sébastien tout à l'heure, d'ouvrir aux parties prenantes que sont les acteurs de territoire, que ce soit les acteurs économiques, associatifs et la population. Et on est dans cette phase intermédiaire aujourd'hui d'avoir déjà travaillé fortement sur l'embarquement des élus, des directeurs généraux adjoints et de l'ensemble de la chaîne hiérarchique. Et ça nous a pris 2 ans pour voir aussi les échelles de temps pour travailler sérieusement et de façon continue sur l'embarquement. Et le deuxième volet que je vais évoquer, c'est le volet de la conduite du changement en interne. On a eu aussi à travailler du coup sur le projet managérial d'administration que j'ai intitulé Vers une administration coopérante et résiliente en faveur de la transition écologique. Et cette fois-ci, on travaille avec le collectif des 360 encadrants de la collectivité et puis le collectif des directeurs pour arriver effectivement à travailler sur l'évolution de notre référentiel management, qui soit un référentiel management qui soit orienté sur la question de la coopération, de la confiance, de la responsabilisation et de la reconnaissance. Ce sont les piliers en termes de valeurs professionnelles sur lesquelles on s'est appuyé et qu'on a décidé collectivement de choisir pour construire effectivement notre référentiel management. Ça nous a permis d'ailleurs aujourd'hui de travailler, on vient de livrer notre guide de formation à destination des managers pour effectivement progresser dans la voie de la transition écologique et de la coopération. Et on a constitué un groupe d'ambassadeurs du changement, là aussi une approche qui est inspirée d'autres collectivités, qui permet à ces ambassadeurs qui sont issus essentiellement des postes de cadres, donc encadrants ou cadres de catégorie A de la collectivité, pour initier un certain nombre d'opérations en faveur de la cohésion, de la coopération et de l'intelligence collective. Voilà. Globalement, les actions qui aujourd'hui ont pu être portées, j'ai passé sur les conférences inspirantes ou autres, électrochocs. Sébastien en a conduit certaines. Arthur Keller est un autre intervenant qui est très investi sur les questions de résilience, a également eu l'occasion de, quelque part, pousser dans leur retranchement nos élus et de nous aider effectivement à, moi j'appelle ça entrer en résilience. Sébastien parlait tout à l'heure de monter en résilience. Avant de monter en résilience, on a peut-être besoin d'entrer en résilience. Voilà. Merci Xavier. Est-ce qu'on peut revenir sur la question que tout le monde se pose en général dans ces webinaires, c'est comment j'embarque le patron. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous avez embarqué votre patron, le maire, hein, comment vous y êtes pris? Parce que voilà, forcément, il y a aussi une acculturation. Il ne faut pas tout de suite faire la révolution. Lui aussi doit gérer ses élus, doit gérer. Voilà, il y a des élections l'année prochaine. Enfin, rien n'est simple. Donc, voilà, comment on embarque son patron dans votre cas? Alors, je reviens en 2022-2023 parce que c'est à ce moment-là qu'effectivement la bascule et l'engagement se fait pour le maire de Charbon-en-Cotentin. On est dans une période, je le redis, qui était effectivement très tendue budgétairement pour les collectivités. Donc, la nécessité, avec des impacts notamment liés à l'envolée des prix de l'énergie, ainsi de suite, à prendre des décisions qui soient des décisions à la fois fortes, mais porteuses d'avenir. Et il y a eu des échanges importants avec le maire, effectivement, pour le convaincre que on n'était pas dans, je dirais, les prises de décision sans effort, entre guillemets, celles qui étaient nos marges de manœuvre qui existaient, qui étaient juste de l'ordre de la rationalisation, ainsi de suite. Celles-ci, elles ont été prises, mais à la rigueur, elles n'étaient pas forcément porteuses de sens
par rapport aux enjeux de transformation du territoire et de transformation de notre administration. On a eu un vrai débat après un séminaire qui a justement été quelque part, je le dis, hein, un échec. Un séminaire à chaud en 2022 quand on voit arriver la problématique budgétaire, c'est d'avoir voulu effectivement infléchir notre PPI sur les aspects budgétaires, simplement parce qu'on savait qu'on perdait une capacité budgétaire importante sur la deuxième partie de mandat. Et là, il y a eu un refus d'obstacle, je vais le dire comme ça, de la part de nos élus, à travailler sur l'arbitrage, en disant euh, réduire et faire des coupes sombres dans le programme d'investissement pluriannuel de la collectivité, ça n'a pas de sens. Donc, on a travaillé avec le maire et avec le directeur de cabinet, d'ailleurs, je l'associe volontiers, à se dire il faut absolument qu'on ait une approche qui soit effectivement porteuse de sens pour l'ensemble des élus de la majorité. Et à ce moment-là, je suis arrivé effectivement, moi, avec la proposition de démarche que j'avais déjà portée antérieurement, qui était effectivement de travailler sur une vision d'adaptation du service public, donc de plan pluriannuel aussi d'efficacité des services, et de construire une démarche vision du territoire. C'est d'un côté une vision sur le budget de fonctionnement qui soit en pluriannuel lié effectivement à l'adaptation des services publics, et de l'autre, un travail avec les élus sur la mise en récit de la transformation du territoire à 15-20 ans. Le maire a suivi et on est arrivé effectivement à se dire à l'époque, il faut créer cette mission d'appui qui va nous aider en termes d'ingénierie à structurer le travail avec les élus d'une part et de l'autre côté à accompagner la conduite du changement à l'intérieur de la collectivité. Donc ça, c'est 2022-2023. Aujourd'hui, si on parle aussi un petit peu aujourd'hui de là où on en est, on a approfondi nos diagnostics partagés. On a bénéficié d'ailleurs des apports de France Ville Durable et d'un certain nombre d'outils qui sont mis en commun avec l'ensemble des acteurs sur les territoires, mais ce soit aussi des acteurs type CEREMA, ADEME ou d'autres qui produisent beaucoup d'outils qui sont très, très pertinents, très intéressants. On est arrivé dans une période où on travaille à l'embarquement, je vais dire, des parties prenantes et notamment des partenaires institutionnels. On a été aidé en cela par un contexte très particulier dans le Cotentin, ici, Cherbourg-en-Cotentin et plus largement dans le Cotentin, qui est que l'État a fait un choix stratégique fort en termes énergétiques et de souveraineté énergétique en annonçant effectivement l'engagement d'un grand chantier au niveau, vous savez, de l'usine de retraitement des déchets nucléaires de La Hague, qui est une activité importante pour nous dans le cadre de ce territoire, qui est un territoire avant tout du mix électrique, hein, puisque dans Cotentin, on a avant tout effectivement la production d'énergie nucléaire, mais aussi l'éolien de mer. On travaille sur l'hydrolien, on aimerait bien le développer un peu plus, mais la PPE ne le permet pas aujourd'hui. Et on est arrivé dans le cadre d'arbitrage et de décision effectivement de l'État et de l'industriel Orano, d'un chantier qu'on appelle un grand chantier pour le territoire, puisque pour les 30 ans à venir, il va y avoir effectivement à la fois pérennisation du site industriel et développement de ce site industriel. C'est le projet aujourd'hui, en nous annonçant dans les 10 à 15 ans, pas loin de 8 à 12 000 salariés supplémentaires sur le territoire à accueillir. Vous imaginez bien, et là je rebondis sur ce que disait Sébastien tout à l'heure sur la question de l'équilibre ou des équilibres territoriaux, que quand cette annonce a été faite, en tout cas l'esprit des élus, du maire et de nos élus était préparé à cette question, puisqu'on avait appréhendé avec eux la question du do not territorial et donc de cette question entre les limites planétaires qu'évoquait Sébastien et la question de l'acceptabilité sociale. Il y a eu effectivement un déclic au niveau de nos élus qui ont tout de suite compris qu'il fallait se positionner dans le débat avec les services de l'État, la communauté d'agglomération et nos industriels, et notamment Orano, qu'il fallait se positionner dans ce débat sur la question des équilibres de territoire demain, quand il s'agit d'accueillir 8 à 12 000 salariés, c'est-à-dire pas loin de 20 000 habitants dans les 15 à 20 ans à venir, dans un territoire qui est, comme dans beaucoup de territoires, en tension au niveau de l'offre de logement, à l'équilibre aujourd'hui sur les questions de l'offre de services publics, mais en tension demain dans les projections, et
en sous-dimensionnement aujourd'hui sur notamment les questions de mobilité et notamment de transport public pour relier les principaux pôles urbains aux pôles d'activité industrielle que sont Orano, La Hague et puis par exemple Flamanville pour parler de la centrale EDF qui vient de livrer son EPR il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, on est arrivé effectivement à enclencher aujourd'hui une phase voilà, d'embarquement, on va dire, et de discussion avec nos partenaires institutionnels. Vu le calendrier, on projette effectivement un travail avec les habitants plutôt, bien sûr, après les élections municipales de 2026. Mais on est en train de préparer effectivement cette phase aussi, là, je vais dire, d'embarquement de la population. Mais ce sera pour l'année prochaine. Et on a un gros travail effectivement aujourd'hui avec nos acteurs institutionnels. On a quelques signes d'avancée aussi intéressantes à souligner sur le territoire. C'est qu'on, comme je disais, on est un territoire jeune. Pas d'agence d'urbanisme, par exemple, jusqu'à hier. Et la création s'est faite la semaine dernière. Donc, on est en train aussi de se doter d'outils nous permettant voilà, de travailler sur l'observation, la compréhension, la connaissance et la prospective territoriale. Ce qui manquait fortement à nos élus pour pouvoir aussi fonder leurs décisions et leurs stratégies en matière de transition. D'accord. Alors, je reviens sur la façon dont, sur les moyens, sur les leviers que vous avez utilisés pour embarquer notamment les élus. Vous avez évoqué le fait de faire venir des tiers de confiance pour porter certains discours plutôt que vous-même. Est-ce que vous pouvez juste revenir là-dessus parce que je pense que ça peut être intéressant. Alors il y a le tiers de confiance notamment en France, et territoire durable, mais plus généralement, voilà, quel est l'apport des tiers de confiance? Je pense que ça peut intéresser beaucoup de participants parce que c'est une façon de faire un pas de côté et de faire dire un certain nombre de choses par des acteurs extérieurs, ça peut être utile. Et puis deuxième question dans la foulée parce que c'est une question dans le chat à laquelle Sébastien a déjà répondu de manière humoristique, mais la question des parties prenantes, vous parliez des institutions, mais est-ce que comment embarquer aussi un certain nombre de citoyens de votre territoire qui auraient envie de s'impliquer? Est-ce qu'il y a une façon de le faire? Parce que c'est pas si simple, hein. Voilà. Donc les tiers de confiance et puis les citoyens. Alors, vous avez pardon, les citoyens, c'est pas juste leur faire accepter hein, les changements, c'est aussi de les impliquer pour qu'ils contribuent. Voilà. J'ai bien compris. Sur les tiers de confiance, effectivement, vous avez raison, ça permet de faire dire des choses que parfois l'administration n'est pas en capacité d'exprimer directement, en tout cas dans des collectifs, je le dis par rapport à des collectifs, parler avec son maire et se dire ouvertement entre quatre yeux ce qu'on a à se dire sur les convictions qu'on porte, ainsi de suite, il n'y a aucun problème, je dirais en tout cas pour moi en tant que directeur général. Mais dans des collectifs où le maire a besoin effectivement à la fois d'être l'animateur de son collectif et d'éviter de mettre parfois en porte-à-faux l'administration, il est effectivement intéressant d'avoir des tiers de confiance. Donc, je le disais tout à l'heure, c'est utile, ça nous a été utile à la fois sur la question de l'acculturation et la formation, quand on fait intervenir des structures spécialisées pour d'abord acculturer, former, ensuite, pour construire de la connaissance partagée, notamment de compréhension et de connaissance du territoire. Je le disais tout à l'heure, le GIEC normand et l'ADEME notamment nous a été très utile pour avoir des lectures territoriales qui soient à différentes échelles, au-delà de ce que Sébastien s'est présenté souvent sur des grandes échelles, je vais le dire comme ça. On avait travaillé par exemple un séminaire où Sébastien intervenait sur le national international, je vais dire comme ça. L'ADEME intervenait sur le régional et le GIEC normand pouvait zoomer un petit peu plus sur le local. Bon. Donc ça, c'était pour aider nos élus à comprendre aussi l'articulation entre les différentes échelles. On a des tiers de confiance qui nous ont aidés, Sébastien et ses équipes en font partie, à organiser aussi et animer les débats et à faire bouger les lignes sur la posture de nos élus. Donc ça, c'est les temps de séminaire que j'évoque. Et pour moi, la dernière façon de faire venir des tiers de confiance, c'est lorsqu'on fait aussi ou des conférences inspirantes ou des visites inspirantes. Là, par exemple, on est allé le mois dernier justement à Dunkerque avec le représentant local de l'État, le sous-préfet, avec les représentants d'Orano, La Hague, avec les représentants de la commune de La Hague. Et effectivement, on est allé tous ensemble
finalement regarder dans la même direction et comprendre quelles étaient les difficultés auxquelles avait été confronté un territoire qui est assez comment dire, comparable sur beaucoup de problématiques portuaires, même si notre port à nous est beaucoup plus modeste que celui de Dunkerque. Mais par contre, avec des activités économiques, des enjeux en termes d'emploi demain et d'investissement sur le territoire tout aussi comparables aujourd'hui, puisque quand je parlais tout à l'heure de l'Axe, c'est 45-50 milliards d'euros d'investissement dans les 20 ans à venir, donc c'est des projets assez importants. Donc voilà, les tiers de confiance, on a quelques AMO qui nous aident spécifiquement pour construire un peu notre référentiel, là, puisqu'on essaye de décliner le do not territorial sur notre territoire. Mais il faut bien sûr le faire à chaque fois. C'est pas une transposition et un copier-coller de ce qui existe dans les autres territoires. C'est du sur-mesure et il faut bien sûr l'adapter à ce que sont nos problématiques, à ce que sont nos vulnérabilités, ainsi de suite. Ça, c'est la première question que vous avez posée. Sur la question des habitants et du citoyen. Effectivement, l'enjeu aujourd'hui, il est d'aller chercher et de recueillir d'abord la parole des habitants et de savoir se positionner dans une posture d'écoute. Et on se rend bien compte souvent dans les collectivités que quand on travaille à organiser des réunions de participation citoyenne, et voilà, les débats sont souvent préemptés par, finalement, je vais dire, les habitués de ces rendez-vous citoyens, qu'ils soient représentants notamment du secteur associatif ou représentants simplement de la société civile, mais voilà, des habitués. Et le risque est souvent de circonscrire le débat à un échange entre des élus et des spécialistes de la participation, des spécialistes de la transition écologique ou autre. Donc aujourd'hui, on a, nous, fait le choix, et je donnerai un exemple qui m'a marqué à Dunkerque d'ailleurs, on a fait le choix de travailler sur le aller vert. Voilà, ça, c'est pas, on va dire que c'est pas nouveau non plus. On a formé, par exemple, l'ensemble de nos collaborateurs dans les centres sociaux. Je disais tout à l'heure, la ville est une ville qui fait beaucoup de services, qui rend beaucoup de services publics en régie. Nous avons 7 centres sociaux à Cherbourg-en-Cotentin. Ils sont tous en régie municipale. Donc, on a formé l'ensemble de nos agents des centres sociaux aux techniques du aller vert pour permettre d'aller capter sur le domaine public, aller capter auprès des habitants dans les quartiers, notamment les publics dits invisibles, d'aller recueillir de la parole. Donc de la parole sur le terrain. On a mis en place, comme à Bordeaux, là, je cite aussi les exemples, le Parlement mobile, donc organiser aussi des temps d'interpellation de l'habitant, du citoyen sur l'espace public, sur des sujets divers et variés. On a fait des débats comme ça devant des centres commerciaux en centre-ville, sur les places publiques, profiter des flux de déplacement des publics pour les interpeller et faire du recueil d'habitat. Bien entendu, on a des temps de plus cérémoniaux, entre guillemets, où on fait travailler les habitants sur des ateliers. On a une pratique à Cherbourg-en-Cotentin depuis maintenant la création qui s'appelle des temps de rendez-vous qui s'appellent les cogitons ensemble avec nos habitants. Donc, ça a un certain succès. On a notamment développé ça sur notre projet éducatif social local. Donc, on a un certain nombre d'outils. Et je veux citer juste quelque chose qui m'a interpellé à Dunkerque récemment. C'est ce qu'ils appellent les bancs publics. C'est qu'à Dunkerque, ils prennent des bancs et ils vont se poser dans un quartier. Ils posent les bancs dans un quartier et des chaises. Ils s'installent, ils s'assoient. On parle d'agents qui sont formés à la médiation, à la discussion, à la participation. Et ils attendent que les habitants viennent. Et systématiquement, des habitants finissent par venir. Et ils abordent les sujets que les habitants ont envie d'aborder. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet a priori. On est simplement dans le fait d'écouter ce que les habitants ont à dire effectivement, de leur ville. Et après, on déroule et on arrive à venir sur des sujets qui peuvent être ceux de la transition, etc., etc. Donc moi, je crois beaucoup aujourd'hui qu'on a besoin effectivement de travailler autrement sur la participation citoyenne, d'aller davantage effectivement chercher la parole et d'être dans une posture, et je le dis pour les fonctionnaires comme pour les élus, d'être dans une vraie posture d'écoute et de permettre effectivement la prise de parole et pas ce qui parfois peut arriver, je dis pas forcément que c'est à Cherbourg ou ailleurs, mais ce qui peut arriver parfois, c'est on organise des grands rassemblements comme ça citoyens, et souvent il y a des paroles qui sont plus descendantes, il y a des paroles, alors certes, de dire d'experts,
Et puis le temps de la parole citoyenne arrive parfois après, arrive parfois tardivement ou n'arrive pas. Donc voilà ce que je peux dire sur le sujet. Donc on est en train de travailler à cette question de comment, en début de mandat suivant, on pourrait effectivement organiser, je ne sais pas si c'est une convention citoyenne, mais quelque chose qui pourrait ressembler à cela, mais avec des formats différents. Moi, j'ai fait des suggestions d'aller faire des captations, des prises sur le terrain auprès des habitants, parce qu'on on le sait, moi je l'ai vécu aussi. Je vais vous donner un exemple très simple qui correspond là cette fois-ci à un fonctionnement en interne. Pour les vœux, par exemple, qu'on organise dans notre collectivité, les vœux au personnel, si vous donnez la parole aux agents pour qu'ils viennent témoigner de leur année, pour qu'ils viennent parler de leur réussite, ou si vous laissez le DGS parler seul de ce qui s'est passé l'année précédente, je peux vous garantir que la qualité d'écoute de l'auditoire sera pas tout à fait la même et que les esprits seront beaucoup plus marqués par la prise de parole des agents à l'occasion de cette cérémonie que ce que le DGS ou le maire auront pu dire, même si ce qui est dit par le DGS et le maire est très intéressant, très pertinent ou autre, on marquera les esprits davantage lorsqu'on on arrive à rentrer dans des prises de parole qui finalement renvoient au collectif et qui renvoient au fait que chacun a une parole qui compte quand il s'agit effectivement, et là je reviens à notre sujet, quand il s'agit d'avancer sur la transition écologique du territoire. Merci beaucoup. Cette question de l'écoute hein, est très très intéressante hein, et pas simple. Hein, et donc vos expérimentations là sont très intéressantes. J'aurais posé une dernière question qui, je pense, qui va beaucoup intéresser tous les participants qui ne sont pas DGS, donc la plupart j'imagine. Est-ce que vous pourriez dire pourquoi un collaborateur dans une collectivité, et finalement, on aura la même question n'importe quelle organisation, entreprise publique, pourquoi est-ce qu'il devrait se lancer est-ce que vous, finalement, vous voyez de façon positive et non pas avec une certaine frilosité ou inquiétude, ce qui est souvent ce que pensent les collaborateurs, voilà, cet engagement bottom-up de collaborateurs, de salariés qui vont au début seuls, puis ensuite en collectif engager une action pour contribuer, pour challenger un peu la direction, mais pour contribuer à la transformation de leur organisation. Comment est-ce que vous voyez ces groupes qui peuvent émerger de votre côté, enfin à votre niveau DGS et quels conseils vous pourriez donner aux participants qui souvent hésitent hein, parce qu'ils se disent est-ce que ça va être bien vu est-ce que c'est ma priorité est-ce que c'est déjà pas suffisamment compliqué de faire mon job, de faire ce qu'il y a dans ma fiche de poste si la crise c'est compliqué, est-ce que vraiment j'ai le temps, est-ce que je suis légitime, vous voyez. Alors la question m'évoque d'abord la réponse suivante, c'est que ma conviction, c'est qu'il faut s'appuyer sur le collectif, parce que le collectif est une force, et que quand il s'agit de faire bouger les lignes, notamment sur des sujets aussi complexes que les choix d'orientation, de redirection des politiques publiques demain dans des systèmes incertains, enfin je ne vais pas épiloguer sur toute la mise en contexte ou autre, il est certain que le rôle de l'élu, le choix de l'élu, il est loin d'être simple. Il est loin d'être simple. Et que ma conviction, c'est qu'effectivement, les élus ont intérêt à eux-mêmes être dans une, je dirais, dans une construction collective et collégiale de cette prise de décision. Plus les élus auront conscience que le diagnostic est partagé avec les forces, je vais le dire comme ça, hein, les parties prenantes ou les forces vives du territoire, plus ils auront compris que les orientations qui leur sont amenées et les prises de position qu'ils prennent font écho à des attentes. Et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure par Sébastien, j'ai oublié de le dire, et c'est ce que j'ai vécu aussi dans la collectivité ici, c'est que les cadres sont très, très en attente, sont très porteurs aujourd'hui, effectivement, d'aller vers la redirection, d'aller vers une adaptation de nos services publics qui soit plus, entre guillemets, vertueuse, plus porteuse de sens ou de cohérence, je dirais, un peu globale par rapport aux enjeux de transition. Mais plus, à un moment donné, la facilité ou la capacité d'embarquement sera forte. Parce que ma conviction aussi, c'est qu'il n'y a pas de bonne décision, en fait, quand il s'agit d'aller vers
une bifurcation, une stratégie de transition écologique. Par contre, la bonne stratégie, pour moi, c'est celle où on arrive effectivement à y aller ensemble et on a la garantie ou la conviction commune que c'est le meilleur choix de trajectoire, même si cette trajectoire, elle peut, entre guillemets, osciller, être requestionnée dans sa temporalité, parce qu'à un moment donné, on rencontre certaines résistances, ainsi de suite. Mais si on est sûr que ensemble, on a la même envie de récit, la même envie d'aller sur voilà, le point final, le cap qu'on se donne pour les 15-20 ans, moi, je vous garantis qu'on va gagner du temps, effectivement, dans la mise en œuvre de nos politiques publiques. Et les élus vont gagner en persuasion et en capacité d'embarquement des citoyens, parce que la vraie résistance, elle est bien cette question des temporalités. C'est que, on le sait bien, le temps de l'habitant n'est pas le temps, alors, le temps de l'habitant, et je veux dire de l'élu, n'est pas le temps, en tout cas de la transformation du territoire, n'est pas le temps de l'aménagement du territoire, comme disait Sébastien tout à l'heure, et qu'il va falloir effectivement adapter progressivement la trajectoire en fonction des difficultés qu'on peut rencontrer. Par contre, savoir quel est le point, entre guillemets, d'atterrissage et le cap qu'on se donne, ça, c'est important et c'est un élément de clarification qui doit être important avec toutes les parties prenantes. Et je trouve, voilà, je jette pas des fleurs à Dunkerque sur le sujet, mais je trouve que c'est un des enseignements, moi, que j'ai retenu de la visite le mois dernier, même si je connaissais déjà le territoire ou autre de Dunkerque, c'est cette grande capacité, on l'a vécu à travers les interlocuteurs qui nous ont accueillis, cette grande capacité de tous les acteurs sur le territoire de Dunkerque, que ce soit des élus, que ce soit des techniciens, que ce soit des industriels ou d'autres acteurs tiers, voilà, tous ceux qu'on a, des syndicalistes, tous ceux qu'on a rencontrés sur le syndicat du port, tous ceux qu'on a rencontrés avaient le même discours, avaient la même vision de où Dunkerque doit être demain pour ses habitants, pour son développement économique. Et je trouvais ça extrêmement intéressant d'avoir effectivement vu le travail qui avait été mené, mais qui est un travail aussi voilà, sur finalement 15 ans, 20 ans, je pense, de travail avec l'agence d'urbanisme, avec le maire président de ce territoire aujourd'hui. Mais on voyait bien que c'était pas forcé. Tout le monde portait la même vision et le même récit. C'est un peu ce qu'on cherche et ce qu'on espère avoir dans quelques années sur Cherbourg-en-Cotentin. Très, très grand merci, Xavier, hein, pour votre témoignage. Donc, je ne peux pas le résumer, ni celui de Sébastien. Vous avez eu tous les deux des témoignages extrêmement riches. Je confirme, en tout cas, que Sébastien ne blaguait pas tout à l'heure hein, quand il proposait à la citoyenne de s'engager politiquement. En tout cas, il y a 1000 façons de s'engager. Xavier, vous avez montré l'importance du collectif. Hein, vous avez beaucoup travaillé sur le collectif, hein, que ce soit les élus, les cadres et maintenant tous les acteurs partenaires de la collectivité, y compris les citoyens. Vous avez indiqué un certain nombre de pistes hein, qui pourront être très utiles pour les participants sur la façon d'embarquer la direction. Donc, votre direction, elle est particulière, hein, ce sont les élus, mais finalement, ça se transpose dans beaucoup d'organisations. Et puis, vous avez aussi témoigné d'une chose très importante juste à la fin, c'est que en tant que dirigeant d'une organisation, vous accueillez à bras ouverts hein, toutes les initiatives bottom-up, toutes les initiatives qui émanent des collaborateurs et des groupes de collaborateurs, puisque voilà, vous avez bien expliqué que seul le collectif hein, peut partager ses enjeux et peut aider à la transformation réelle hein, et partagée, soutenable d'une organisation comme la vôtre et d'un territoire comme le vôtre. Donc un grand merci. Je redis pour terminer juste deux choses et je laisserai la parole, le mot de la fin aux trois entités co-organisatrices. Hein. Je redis simplement que si vous avez encore un tout petit peu de courage, même s'il est tard, et renseignez s'il vous plaît le sondage, ça nous est extrêmement utile voilà, pour la suite de notre activité. Je voulais également vous indiquer que après 5 années de webinaires de ce type, hein, qui est une des activités importantes d'Alumni for the Planet, c'est pas la seule, bah, nous avons recueilli énormément de témoignages très inspirants, bah, comme celui de Xavier ce soir, et nous allons en faire un ouvrage
où on va raconter les histoires de ces personnes, alors pas de toutes, mais d'une sélection. Donc cet ouvrage s'appellera Agir pour le climat et l'environnement au sein de son entreprise. Alors c'est son entreprise au sens large. Deux points, c'est possible, point d'exclamation. Et donc, il y aura toute une partie méthodologique, mais également des témoignages, justement. Et ce livre sortira en septembre aux éditions Luno. Donc, nous aurons un événement avec notre marraine, puisque cet ouvrage sera préfacé par Valérie Masson-Delmotte, une personne qui nous inspire, qui est notre marraine et que vous connaissez, qui inspire beaucoup de personnes. Voilà, donc encore un très grand merci vraiment, mais on savait que ça allait être passionnant. Sébastien et Xavier, on ne manquera pas tout de suite, rassurez-vous, mais de vous réinviter voilà, pour avoir la suite de vos actions, de vos belles aventures. Et je laisse juste le mot de la fin donc à Anne-Béatrice, Béatrice et Bruno pour donc les trois associations qui ont co-organisé ce webinaire avec Avenue for the Planet, et je les en remercie encore très chaleureusement parce que c'est grâce à elles qu'on a pu avoir tous les participants ce soir. Donc Anne-Béatrice peut-être. Oui, merci beaucoup, merci infiniment à tous les deux, c'était absolument passionnant. J'ai profité du chat pour demander à Florian si on pouvait disposer d'un replay ou de quelque chose Oui, bien pour sûr. ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous ce soir. Et il m'a indiqué que ce serait le cas, qu'il y aurait un lien qui serait disponible. Voilà. Donc merci infiniment. Moi, je ne sais pas si je peux dire une petite note personnelle. On avait reçu il y a 2 mois en conférence à Sciences Po sur le thème de la montagne, la présidente d'une ONG qui se bat sur les sujets de résilience de la montagne. Et on l'avait invité avec quelqu'un de la Compagnie des Alpes. Bon, c'est notre côté un peu taquineur. Et, euh, et ce qui a été dit et par Sébastien et par Xavier Morin faisait vraiment écho à ce que j'ai entendu. C'est-à-dire que le constat qu'elle finissait par faire, c'était de dire le vrai point de blocage, c'est tout l'écosystème d'élus qui finalement euh, contribue à envoyer tout le monde dans le mur. Le sait, mais n'arrive pas à sortir d'un modèle qui est obsolète. Et c'était ça, et tout ce que vous avez dit sur la coopération, la posture des élus, vraiment, ça résonnait extrêmement avec tout ce qu'elle a pu nous raconter. Voilà, donc encore une fois, merci, c'était vraiment passionnant. Merci Anne-Béatrice. Béatrice, si vous voulez bien. Donc, merci également pour ces témoignages très inspirants et qui donnent pas mal de pistes de travail aussi pour nos alumni. Merci beaucoup. Et le mot de la fin sera pour Bruno. Merci beaucoup. Je suis ému et reconnaissant et admiratif pour l'intervention de nos deux amis Sébastien et Xavier, et du coup reconnaissant aussi pour l'organisation d'aujourd'hui. Euh, Peut-être j'ai envie de dire qu'on a un tout petit peu oublié de parler d'amour. Et j'ai envie de le dire avec le regard que les élus portent sur leur territoire. C'est aussi un moteur fantastique pour les territoriaux, les agents, l'attachement au territoire, l'admiration, l'émerveillement, notamment pour les espaces naturels, mais pour la nature en ville, pour tous ces mécanismes de solidarité qui deviennent de l'affection aussi entre les habitants. Euh, on en a senti des traces ici ou là. Alors, j'ai envie de dire que vous avez fait œuvre aussi ce soir de partager un apprentissage qui est un apprentissage continu. Vous avez parlé de formation initiale, là ça nous renvoie à la notion même, à l'existence même des organisations d'alumni. Apprendre, bien comprendre et continuer à apprendre, continuer aussi à militer ensemble pour que la science, les faits, inspire davantage que les fantasmes et les décalages considérables qu'il y a entre ce qu'on veut nous faire croire comme étant la vérité et puis la réalité de ce qui se passe, quoi. Notamment, par exemple, le réchauffement climatique
ou la perte de biodiversité. Donc, s'appuyer sur le factuel, s'appuyer sur ce que l'on sait et ouvrir vraiment les yeux tous ensemble, quoi, faire preuve de lucidité, réinventer un professionnalisme, alors un courage politique pour les élus, un professionnalisme pour les dirigeants territoriaux. Alors voilà, c'est un message que je veux faire passer aussi. J'ai eu la chance de faire ce métier et je crois qu'il est, enfin, vous nous avez montré tous les deux à quel point il est moderne, à quel point il incarne une innovation sociale, organisationnelle, territoriale, dont on a absolument besoin. Donc voilà, c'est un message. Les carrières territoriales sont passionnantes, les sujets sont passionnants, et les élus et les habitants méritent vraiment qu'on se dépasse soi-même et qu'on reconstitue les imaginaires et les compétences professionnelles pour les servir dans les belles missions qui sont les leurs. Je te dis tout ça puisque en plus, il y a des élections municipales l'année prochaine et donc ils ont besoin de tout notre soutien. Un grand merci, Bruno. Un grand merci à tous les participants et participantes et encore nos chaleureux remerciements à Xavier, Sébastien, et on retient le mot de la fin, Bruno, l'amour des territoires, c'est évidemment quelque chose qui nous motive. Merci beaucoup, très bonne soirée et à bientôt pour les prochains webinaires d'Allumer for the Planet et des associations partenaires.